Le monde s'est déjà divisé, et vous ne vous en êtes probablement même pas rendu compte. Je ne parle pas de la guerre en Ukraine. Je ne parle pas des tensions en mer de Chine méridionale. Je parle de quelque chose de beaucoup plus vaste. Une division qui va définir le prochain siècle de l'histoire humaine. 60 pays d'un côté, 13 de l'autre, et un seul qui joue sur les deux tableaux. La course à la Lune a déjà ses camps, et votre pays a probablement déjà fait son choix sans que personne ne vous le demande. Aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement ce qui se passe. Qui sont les membres de chaque alliance? Pourquoi c'est important? Et ce que cela signifie pour vous, pour votre pays, pour nous tous. Parce que ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la géopolitique du XXIe siècle. Commençons par le camp américain. En octobre 2020, la NASA a lancé quelque chose appelé les accords Artemis. Ce n'est pas un traité formel, c'est un ensemble de principes, des règles de conduite pour l'exploration spatiale. Les signataires s'engagent à explorer l'espace pacifiquement, à partager des informations scientifiques, à coordonner leurs activités pour éviter les interférences, à respecter le patrimoine historique spatial et, crucialement, à accepter que l'extraction de ressources spatiales est légale. Ce dernier point est celui qui compte vraiment, parce que les accords Artemis disent en substance, oui, vous pouvez aller sur la Lune, extraire de l'eau ou de l'hélium-3 ou toute autre ressource, et la garder. C'est révolutionnaire. Cela change les règles du jeu, et 60 pays ont déjà signé. Les premiers à rejoindre ont été les alliés traditionnels des États-Unis, l'Australie, le Canada, l'Italie, le Japon, le Luxembourg, les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni. Tous ont signé en 2020. Puis d'autres ont suivi. L'Ukraine, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande, le Brésil, Israël, la Roumanie, Bahreïn, Singapour, la Colombie, la France, l'Arabie saoudite, la Tchéquie, la Pologne, le Mexique, le Nigeria, l'Inde. La croissance a été exponentielle. En 2024, les accords ont atteint 50 signataires. En 2025, ils en ont ajouté 10 de plus. La Finlande en mars, le Bangladesh en avril, la Norvège en mai, le Sénégal en juin, la Hongrie en août. Les Philippines et la Malaisie ont signé ensemble en marge du sommet de l'ASEAN en octobre. La Lettonie a clôturé l'année en novembre. Le 1er novembre 2025, avec la signature de la Lettonie, ils ont atteint 60 pays. Pensez à ce que cela signifie. 60 gouvernements différents, avec des systèmes politiques différents, des cultures différentes, des intérêts différents. Tous sont arrivés à la même conclusion. Il est préférable d'être du côté des États-Unis dans la course spatiale plutôt que de rester en dehors. Certains l'ont fait par conviction, ils croient sincèrement à la vision de l'exploration spatiale commerciale promue par Washington. D'autres l'ont fait par pragmatisme. Les États-Unis ont la NASA, ils ont SpaceX, ils ont l'industrie spatiale la plus développée au monde. Être proche signifie avoir accès à la technologie, aux contrats, aux opportunités. Et d'autres l'ont fait par pression diplomatique. Nous n'allons pas prétendre qu'il n'y a pas eu de discussion à huis clos où les avantages de la signature et les inconvénients de la non-signature ont été expliqués. 60 nations qui ont formellement accepté la vision américaine de la façon dont l'exploration spatiale devrait fonctionner. Regardez la carte et vous verrez quelque chose d'intéressant. 29 pays sont européens, 13 sont asiatiques, 7 sont sud-américains, 5 sont nord-américains en comptant le Mexique et l'Amérique centrale, 4 sont africains, 2 sont d'Océanie. C'est une alliance véritablement mondiale, mais avec une absence notable. La Chine n'a pas signé et elle n'a aucune intention de le faire. Les responsables chinois ont été très clairs sur leur position. Ils considèrent que les accords Artemis sont illégitimes. Ils les ont publiquement qualifiés de colonialisme spatial. Les médias d'État chinois les ont comparés aux méthodes d'appropriation territoriale utilisées par les Européens pendant l'ère coloniale.
Selon la Chine, il existe déjà un cadre juridique international pour l'espace, le traité de l'espace extra-atmosphérique de 1967. Les accords Artemis, disent-ils, sont une tentative des États-Unis de réécrire les règles à leur avantage. Et la Chine n'est pas seule dans cette position. C'est là qu'intervient l'autre alliance. En mars 2021, la Chine et la Russie ont signé un accord pour créer la Station internationale de recherche lunaire, ILRS en anglais. C'est fondamentalement la réponse chinoise aux accords Artemis, une vision alternative de l'avenir spatial. Le plan est de construire une base permanente près du pôle sud de la Lune, au milieu des années 2030. Une installation où plusieurs pays peuvent mener des recherches scientifiques et développer des technologies pour l'exploration de l'espace profond. Qui a rejoint? La Russie a été le premier partenaire, puis le Venezuela, la Biélorussie, le Pakistan, l'Azerbaïdjan, l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nicaragua, la Serbie, le Kazakhstan et plus récemment, le Sénégal et la Thaïlande. 13 pays au total. Regardez attentivement la liste. La Russie est évidente. Les relations avec l'Occident sont détruites après l'Ukraine. Ils n'ont pas d'autre endroit où aller. Le Venezuela et le Nicaragua sont les éternels opposants à Washington en Amérique latine. La Biélorussie est essentiellement un satellite russe. Le Pakistan a une relation complexe avec les États-Unis et une relation croissante avec la Chine. L'Afrique du Sud et l'Égypte sont des puissances régionales africaines qui veulent garder des options ouvertes. Et il y a quelque chose d'intéressant dans cette liste. Plusieurs de ces pays ont des programmes spatiaux minimaux ou inexistants. Ils ne vont pas envoyer de fusées sur la Lune. Ce qu'ils recherchent, c'est un positionnement diplomatique. Démontrer à la Chine qu'ils sont des alliés fiables. Obtenir un accès aux investissements, aux prêts, aux projets d'infrastructure. La Lune est l'excuse. Les relations bilatérales sont le véritable objectif. Mais il y a aussi des pays avec de réelles capacités spatiales. La Russie a encore une expérience accumulée depuis des décennies. Le Pakistan a un programme de satellites. L'Égypte développe le sien. L'alliance chinoise est plus petite, mais elle n'est pas insignifiante. Maintenant, si vous faites attention, vous aurez remarqué quelque chose d'étrange. Le Sénégal apparaît dans les deux listes, et la Thaïlande aussi. En fait, la Thaïlande détient un record unique. C'est le premier pays au monde à avoir signé à la fois les accords Artemis et l'initiative ILRS. Elle est littéralement dans les deux camps en même temps. C'est fascinant d'un point de vue diplomatique. Il n'y a aucune clause dans les accords Artemis qui interdisent de participer à d'autres initiatives spatiales. Techniquement, n'importe quel pays peut être dans les deux programmes, mais dans la pratique, presque personne ne le fait. Parce que choisir son camp a des conséquences. Les pays qui signent les accords Artemis obtiennent un accès préférentiel aux collaborations avec la NASA. Ils peuvent participer à des missions conjointes. Ils peuvent recevoir de la technologie et de la formation. Ils peuvent envoyer des astronautes lors de futures missions Artemis. Les pays qui rejoignent l'ILRS obtiennent la même chose, mais du côté chinois. Accès à la technologie spatiale chinoise. Participation aux missions Chang'e. La possibilité d'envoyer des expériences, voire du personnel, à la future base lunaire chinoise. Mais choisir l'un signifie généralement être exclu de l'autre, pas par une règle écrite, mais par une réalité politique. Les États-Unis ont une loi appelée le Wolf Amendment, qui interdit à la NASA de coopérer directement avec la Chine sur des projets spatiaux. Un pays qui est trop proche de la Chine pourrait rencontrer des obstacles pour participer aux programmes américains, et la Chine, bien qu'elle n'ait pas de loi équivalente explicite, a tendance à prioriser ses partenaires les plus fidèles. Alors, la plupart des pays font un choix, et leur choix révèle beaucoup de choses sur leurs alliances géopolitiques plus larges. Regardez qui est avec les États-Unis, l'Europe occidentale, le Japon, la Corée du Sud, l'Inde, le Brésil, les alliés traditionnels.
Regardez qui est avec la Chine, la Russie, le Venezuela, la Biélorussie, le Nicaragua, le Pakistan, les pays qui ont des relations tendues avec Washington. La Lune est devenue un nouveau champ de bataille de la géopolitique terrestre. Mais voici ce qui compte, vraiment. Il ne s'agit pas de drapeau, il ne s'agit pas de prestige national, il s'agit de savoir qui établit les règles. Les accords Artémis stipulent que l'extraction des ressources spatiales est légale et que celui qui les extrait peut les garder. La Chine n'a pas accepté cela formellement. En fait, elle a contesté la base légale de cette position. Alors, que se passe-t-il si une entreprise américaine établit une opération minière dans un cratère lunaire et que la Chine décide que ce cratère devrait être d'usage commun pour toute l'humanité? Il n'y a pas de police spatiale, il n'y a pas de tribunal ayant une compétence claire, il n'y a pas de moyen établi de résoudre ce conflit. Et les deux superpuissances qui pourraient s'affronter ont des visions fondamentalement différentes de la façon dont les choses devraient fonctionner. C'est CE qui est en jeu. Pas seulement qui arrive en premier sur la Lune, mais qui décide des règles qui gouverneront l'espace pendant le siècle prochain. Maintenant, si ce type d'analyse vous aide à comprendre ce qui se passe vraiment dans le monde, si vous appréciez le contenu qui va au-delà des manchettes superficielles, le bouton Super Thanks là-dessous est la meilleure façon de soutenir ce travail. Il n'y a pas de société derrière ça. Il n'y a pas d'agenda caché, seulement des recherches sérieuses sur des sujets que les médias traditionnels préfèrent simplifier ou ignorer. Chaque contribution permet de continuer à approfondir ces sujets. Merci à ceux qui ont déjà soutenu. Maintenant, revenons à la question importante. Pourquoi cela devrait-il vous importer personnellement? Parce que les décisions qui sont prises maintenant vont déterminer le monde dans lequel vivront vos enfants et vos petits-enfants. Si les accords Artémis prévalent, l'espace deviendra une extension du capitalisme terrestre. Les entreprises privées pourront extraire et commercialiser des ressources. La concurrence stimulera l'innovation. Mais il y aura aussi des inégalités, comme sur Terre. Si la vision chinoise prévaut, l'espace pourrait fonctionner de manière plus collective, ressources partagées, recherche conjointe, mais aussi plus de contrôle étatique, plus de bureaucratie. La réalité sera probablement une combinaison des deux, mais l'équilibre va dépendre de qui gagne la course actuelle, et cette course est déjà en cours. En août prochain, la Chine lancera Chang'e 7 au pôle sud lunaire. En 2028 ou 2029, ils lanceront Chang'e 8 pour tester la construction avec des matériaux lunaires. Pour 2035, ils veulent une base opérationnelle. Les États-Unis ont Artemis 2 programmé pour février ou avril de cette année, Artemis 3 pour 2027, une présence durable pour 2030 si tout se passe bien. Les deux camps courent, les deux camps recrutent des alliés, les deux camps établissent des précédents, et vous ne saviez probablement même pas que votre pays avait déjà choisi son camp. Alors, faites-moi une faveur. Quand vous aurez terminé cette vidéo, cherchez si votre pays a signé les accords Artémis. Et si c'est le cas, demandez-vous, qui a pris cette décision? Y a-t-il eu un débat public? Comprenez-vous les implications? Parce que ce sont les décisions qui vont définir le 21e siècle. Et la plupart des gens n'ont aucune idée qu'elles sont en train d'être prises. Maintenant, vous le savez, dites-moi dans les commentaires. De quel pays êtes-vous et votre pays a-t-il déjà choisi son camp? Je veux voir la carte de cette communauté. Et je veux savoir si vous pensez que votre gouvernement a pris la bonne décision. Commentez ci-dessous. Ça m'intéresse, vraiment. Et il y a autre chose que je veux que vous considériez. Les accords Artémis incluent l'Inde, le 3e pays le plus peuplé du monde. Une puissance spatiale émergente qui a réussi à se poser près du pôle sud lunaire avec Chandrayaan 3 en 2023. Ils incluent également le Brésil, la plus grande économie d'Amérique latine, un pays qui a historiquement maintenu une politique étrangère indépendante, essayant de ne pas trop s'aligner sur une superpuissance. Et maintenant, ils incluent l'Arabie saoudite,
Un pays qui pendant des décennies a été synonyme de relations avec les États-Unis, mais qui a récemment flirté avec un rapprochement avec la Chine. Toutes ces nations ont choisi le camp américain dans la course à la Lune. Cela dit quelque chose. Cela ne signifie pas que les États-Unis vont gagner automatiquement. Cela ne signifie pas que les accords Artémis sont parfaits ou justes. Cela ne signifie pas que la position chinoise est erronée, mais cela signifie que, lorsque le choix a été forcé, la plupart des pays du monde ont préféré être du côté de Washington. La question est, sera-ce suffisant? Parce qu'au bout du compte, peu importe le nombre de pays qui signent des papiers, ce qui compte, c'est qui arrive en premier sur la Lune, qui établit une présence, qui démontre une capacité réelle. Et dans ce domaine, la course est encore très ouverte. 60 contre 13 sur le papier, mais la Lune n'importe qu'à celui qui peut y arriver, c'est la réalité que nous devons affronter. Maintenant, vous la connaissez. Partagez cette vidéo si vous pensez que plus de gens devraient comprendre ce qui se passe. Parce que cette division va définir le monde que nous hériterons.